C'est l'heure de l'histoire des Juifs de France en compagnie, comme tous les matins, de Christophe Dard. Tous les jours, nous vous racontons une date, un grand destin ou un événement de l'histoire de la communauté juive dans notre pays. Aujourd'hui, c'est sans doute l'une des dates les plus célèbres, mais aussi parmi les plus sinistres de l'histoire de France que nous allons évoquer. Il s'agit de la rafle du Veldiv. Il y a 80 ans, les 16 et 17 juillet 1942, se déroule la plus grande arrestation de Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus de 13 000 personnes, dont près d'un tiers d'enfants, sont arrêtés avant d'être détenus au Vélodrome d'hiver, puis d'être ensuite envoyés par train de la mort vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Christophe, il faut rappeler tout d'abord que d'autres rafles ont été menées en France et notamment à Paris depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, en effet, les premières rafles de Juifs, on en a parlé en France, commencent en fait dès 1940 en zone libre. Et en mai 1941, en zone occupée, la rafle dite du billet vert, notamment le 14 mai 1941, va entraîner l'arrestation de 3700 hommes juifs étrangers, ensuite internés puis déportés. Quelques mois plus tard, le 12 décembre, se déroule, là aussi on en a parlé, la rafle dite des notables, moins connus, mais évidemment tout aussi importante, la police française et la Gestapo, qui arrête alors 743 juifs français, des juifs arrêtés, d'abord détenus à l'école militaire, puis transférés au camp de Royalieu, c'est sur le territoire de Compiègne dans l'Oise, et qui font partie, ces hommes arrêtés, c'est malheureux, le 27 mars 1942, au premier contingent de juifs déportés, la plupart d'entre eux assassinés au camp d'Auschwitz. Au printemps 1942, l'Allemagne nazie lance une opération dont le nom de code est Vent printanier. Une opération dont le but est de déporter les Juifs des territoires occupés de l'ouest de l'Europe, notamment la France. 90 000 Juifs de France doivent être déportés vers l'Est, des Juifs valides pour le travail et devant avoir entre 16 et 50 ans. L'opération Vent printanier prévoit à l'origine l'arrestation de tous les Juifs d'Amsterdam, Bruxelles et Paris le même jour. L'État français, les nazis, effectivement, négocient sur une base de 40 000 juifs de la zone occupée, dont 22 000 adultes de la région parisienne, avec en fait 40% de juifs français et 60% de juifs étrangers dans les quotas que donc les deux parties discutent. Le 16 juin 1942, l'ambitieux René Bousquet, le jeune chef de la police de Vichy, qui est arrivé à ce poste quelques semaines plus tôt, propose au général nazi Oberg de livrer 10 000 juifs apatrides. Il s'agit d'Autrichiens, de Polonais, de Tchèques, qui n'ont plus le gouvernement de la zone libre, grâce à la police française. Le gouvernement de Vichy mène des négociations avec l'occupant, entamées par le président du Conseil, Pierre Laval, et menées donc par René Bousquet, secrétaire général de la police nationale. Dans un premier temps, les Juifs de nationalité française sont temporairement exclus de cette rafle. Oui, les négociations effectivement se poursuivent et sont concernés donc toujours les Juifs étrangers ou apatrides ou déchus de la nationalité française par la loi du 22 juillet 1940, ou encore ceux qui ont le statut de réfugiés, dont plus de 4000 enfants, le plus souvent français, nés de parents étrangers. Et il est intéressant de rappeler que les Allemands n'avaient pourtant pas demandé justement les Juifs de moins de 16 ans. La circulaire du 13 juillet 1942 indique finalement que la rafle vise les Juifs allemands, autrichiens, polonais, tchécoslovaques, russes et apatrides, âgés de 16 à 60 ans pour les hommes et de 16 à 55 ans pour les femmes, ainsi que leurs enfants. Et oui, c'est ce qui est donc décidé à la date du 13 juillet 42, avec quand même des dérogations qui sont prévues. Elles sont au nombre de 10. Les femmes enceintes dont l'accouchement serait proche, les femmes nourrissant au sein leur bébé, les femmes ayant un enfant de moins de 2 ans, c'est-à-dire né après le 1er juillet 1940, les femmes de prisonniers de guerre, les veuves ou veufs ayant été mariés à un non-juif, mais aussi les juifs ou juives mariés à des non-juifs, en faisant la preuve d'une part de leur lien légitime et d'autre part de la qualité de non-juifs de leur conjoint, ainsi que les juifs et juives porteurs de la carte de légitimation de l'Union générale des Israélites de France. On en a parlé de cette UGIF qui a évidemment fait beaucoup parler, puisque certains disaient qu'en fait c'était plus ou moins le bras d'une collaboration avec le régime pétainiste. Et puis parmi ces dérogations également, les juifs ou juives dont l'époux légitime est d'une nationalité non visée par la circulaire, les parents dont l'un ou moins des enfants n'est pas juif et les enfants de moins de 16 ans dont un membre de la famille bénéficie de la dérogation. Mais j'aimerais juste ajouter un point, c'est que ces dérogations sont certes entérinées à la date du 13 juillet, mais que finalement, ce ne sera jamais mis en place, puisqu'on prétendra, côté nazi, qu'on fera le tri, une fois justement que les gens seront internés. On va évidemment en reparler. Et sur la base de plus de 27 000 fiches, les nazis prévoient de faire arrêter par la police française 22 000 juifs étrangers dans le Grand Paris, qui seront conduits à Drancy, Compiègne,
Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Pour atteindre cet objectif, les représentants d'Adolf Eichmann, le responsable de la logique et de la solution finale, décident de rafler les enfants de moins de 16 ans. Oui, les instructions du directeur de la police municipale de Paris, Émile Hennequin, le 12 juillet 1942 précise: les gardiens et inspecteurs, après avoir vérifié l'identité des juifs qu'ils ont mission d'arrêter, n'ont pas à discuter les différentes observations qui peuvent être formulées par eux. Ils n'ont pas non plus à discuter sur l'état de santé. Tout juif à arrêter doit être conduit au centre primaire. Les opérations doivent être effectuées avec le maximum de rapidité, sans parole inutile et sans aucun commentaire. Donc vous voyez, comme je l'ai dit, à aucun moment il est prévu effectivement de respecter ces dérogations et de faire ce qu'on pourrait appeler, même si le terme évidemment est assez terrible, mais de faire, on va dire, ce qu'on appelle un tri. Et le 13 juillet 1942, la circulaire de la préfecture de police ordonne l'arrestation donc immédiate et le rassemblement de 27 427 juifs étrangers habitants en France. L'opération prend du retard. Les autorités allemandes évitent d'ordonner la rafle pour le 14 juillet, car si la fête nationale n'est plus célébrée en zone occupée, elles craignent une réaction hostile de la population. Effectivement, 12 884 personnes sont arrêtées à leur domicile à Paris dans la branche banlieue durant les 2 journées 16 juillet 1942 à partir de 4h du matin jusqu'au lendemain 17 juillet vers 17h. Vieillards et enfants sont également arrêtés par la police et donc ce sont dans les centres de rassemblement que l'on distinguera les différentes personnes en fonction de leur âge. Plus de 4500 policiers sont mobilisés. Les actes de solidarité, heureusement, sont quand même nombreux. Il faut les rappeler, ces policiers qui assurent leurs victimes, des concierges, des voisins, des anonymes qui ouvrent leurs portes et cachent des juifs. En tout, jusqu'au 20 juillet, 13 152 juifs seront arrêtés, dont 5 919 femmes, 4 115 enfants et 3 118 hommes. Après leur arrestation, des dizaines d'autobus sont requis auprès de la compagnie du métropolitain pour transférer les juifs arrêtés. Une partie des juifs est emmenée au camp de Drancy, au nord-est de Paris. Une autre partie est envoyée vers le vélodrome d'hiver qui sert de prison provisoire. Et on va justement écouter Annette Muller, 9 ans, au moment de la rafle du Veldiv en 1942, et qui avait témoigné sur France Culture il y a quelques années. Les policiers sont venus de très très bonne heure le matin. Ils ont tapé à la porte d'une manière très brutale. Ça nous a réveillés en sursaut. Alors il y en avait 2. Et puis, ça a été tout de suite une atmosphère de pagaille, de tiroirs ouverts, de précipitation. Je me souviens que j'ai eu pendant des années et des années que je cachais une terrible honte parce que j'avais beaucoup d'admiration pour ma mère. Elle avait 33 ans à l'époque, qui avait une certaine autorité. Et je l'ai vue d'un coup se jeter aux pieds des policiers, pleurer, supplier qu'on laisse ses enfants, qu'on les épargne. Et je ne comprenais pas pourquoi elle s'humiliait de cette manière, surtout que j'ai vu qu'il la repoussait avec le pied en lui disant de ne pas leur compliquer la tâche, qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. Cette violence d'un coup, et puis même par la suite au Veldiv, c'était la première fois que je voyais des adultes en état d'infériorité. C'est assez violent comme impression pour un enfant, un jeune enfant. Annette Muller, survivante de la rafle du Veldiv. Merci Christophe et rendez-vous pour la suite de cet épisode au prochain numéro de l'Histoire des Juifs de France.